Ah, puis alors, ils se mettent chacun sur leur photo, ça c'est joli. Oh là 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 là, quelle organisation, ouais. C'est pour t'aider. Ouais, ouais. Ah oui, mais je reconnais que certains, ils sont déjà passés avec moi, donc ils ont l'habitude. Allez. Eh bien, écoutez, on va attaquer un autre sujet. Alors, déjà, avant, qu'avez-vous pensé de la précédente table ronde? Intéressant? Je peux vous dire qu'il s'est dit des choses. Hein. J'espère que vous avez bien noté, parce que c'est des choses importantes. Et merci pour vos questions. Allez, on va parler maintenant de la conception des data centers à l'ère de l'IA, enjeux et impact opérationnel. Pour en discuter, alors bien sûr, un représentant d'Egis. Alors, je vous précise, hein, c'est celui qui succède au précédent. Voilà. Donc, le nouveau directeur technique, Laurent Pommier, qui nous a rejoint. À ses côtés, Mathieu Gallego, donc consultant data center et technologie projet chez RLB. C'est plus tout à fait vrai, mais c'est un peu comme ça, quand même, hein, on va le dire. À ses côtés, donc, Romain Denot, qui est responsable immobilier et développement chez Eclairion, société HPC, c'est ça, hein, c'est le nom officiel de la société, donc, qui développe des data centers d'IA. Hein, vous allez nous en parler. Et enfin, Mathieu Hulot, qui est responsable énergie carbone chez NDC. NDC, c'est Altarea. C'est ça. À chaque fois, je me plante avec un autre, donc il faut que je fasse attention. Donc, Altarea, hein, et donc, qui est également construit des data centers et les accompagne dans leur production. Alors, le sujet, bon, alors, d'abord, on va dire que c'est bateau aujourd'hui, parce que tout le monde parle d'IA. Tout le monde. Je veux dire, il n'y a pas un aujourd'hui. Je suis journaliste, je reçois entre 200 et 300 communiqués de presse par jour, et il n'y en a pas un où il n'y a pas l'expression intelligence artificielle dedans. Je vous le dis tout de suite. Alors, ceux où il n'y a pas l'expression intelligence artificielle, c'est parce que c'est une boutique qui vend du vin, qui m'envoie un mail pour me dire « Vous pouvez parler de notre site parce qu'on est un acteur du web, etc. » ou dont je me moque éperdument. Mais bon, voilà. Il y en a toujours un petit peu qui passent, mais bon. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point que nous avons toujours porté en tant que DCMAG Data Center Magazine, c'est de rappeler que bon, c'est bien de parler de l'IA, mais il faut d'abord parler de l'infrastructure d'IA. C'est-à-dire que l'IA ne peut exister que s'il y a une infrastructure qui lui permet de fonctionner. Ça, on va le rappeler. Je vous rappelle qu'au moment où il y a eu le Covid, par exemple, toute la presse s'est précipitée pour dire « Oh, le Covid, c'est pas grave, le cloud a été là et les entreprises ont tenu parce qu'il y avait le cloud ». J'ai été le seul à l'époque à dire « C'est pas le cloud, hein, il y est pour rien. S'il n'y avait pas de data center, le cloud, il n'aurait pas fonctionné ». Donc s'il n'y avait pas des techniciens dans les data centers qui, eux, allaient travailler pendant que tout le monde était en télétravail ou dans des situations aussi plus difficiles, il faut le rappeler, je pense qu'on aurait été dans une situation autrement plus délicate. Donc on va rappeler l'importance du data center en la matière et le data center qui héberge donc les infrastructures d'IA. Et là, comme vous savez tous, vont se poser un certain nombre de questions qui vont être sur l'énergie, sur la façon à laquelle on va organiser nos salles, sur la façon à laquelle on va refroidir, et puis sur les business models également. Hein. Quand on parle d'un néo-cloud, lui, il fait que mettre des GPU, et après ça, le modèle du GPU as a service, moi j'attends de voir comment ça va tenir. Je reste prudent. Alors que le modèle du data center, j'y crois beaucoup plus. Ne serait-ce que parce que c'est des investissements qui sont lourds et sur lesquels vous réfléchissez sur de nombreuses et très nombreuses années. Alors ce que je vous propose, c'est que chacun d'entre vous se présente. Hein, vous connaissez, on ne va pas changer, hein, le premier tour de table. Allez Laurent, c'est toi qui t'y colle, on y va. Qui es-tu? Et rappelle-nous qui est Gis peut-être. Donc, ça marche. Donc Laurent Pommier, donc successeur d'Hervé Morer qui a animé la partie récup de chaleur, donc chez Egis. Mais j'ai aussi commencé l'expérience data center en 2006 chez IBM, boîte d'informatique, pour poursuivre pas mal de temps. Donc j'ai vécu beaucoup de choses en informatique chez un constructeur aussi. Et aujourd'hui chez Egis
pour développer avec Sabrina et les équipes des data centers en projet sur plein de projets variés, que ce soit de l'hyperscale, du cloud, de l'IA qu'on va parler. Mathieu. Bonjour à tous. Oui. Du coup, pour ma part, Mathieu Galégou, je suis responsable de l'activité data center chez RLB et je vais commencer une aventure entrepreneuriale, on va dire, en février, côté développement de projet. Pour la partie du coup data center et IA, donc effectivement, on en parlera tout à l'heure. C'est un environnement qui est très différent de ce qui se passe en cloud. Le marché est très différent. Les acteurs, les preneurs sont aussi très différents. On y reviendra certainement. C'est une dynamique de travail aussi avec les équipes, que ce soit au niveau opérationnel, les gens que vous avez en face, qui est aussi très très différente. Donc on y reviendra. Il y a beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup d'argent et parfois il y a aussi beaucoup de problèmes. On y reviendra. Tout à fait. Romain. Bonjour à tous, Romain Denot, donc Société Eclairion. Donc moi sur cette société, je suis en charge du développement, de la construction, de l'acquisition des projets. Donc Société Eclairion, on est une société d'exploitation et de construction de data centers pour l'IA. Le micro. Pardon. Voilà. Pour l'IA. Donc on parle même d'IA Factory plutôt que de data center, à vrai dire. On a un premier site en exploitation qui est dans l'Essonne, sur lequel on héberge 18 000 GPU pour Mistral AI et d'autres sites en développement partout en France. Et Mathieu. Alors, juste un petit détail pour ceux qui ont du mal à les différencier entre les deux. Le premier, il a 2 T à son prénom et le deuxième, il n'en a qu'un seul. Voilà. Donc, merci. Si vous voulez savoir lequel est lequel, ce sera plus facile. Précision importante. Donc Mathieu Hello, Société Nation Data Center. Donc Nation Data Center, c'est une filiale du groupe Altaria. Donc développeur que vous connaissez depuis en France dans différents métiers, que ce soit le logement, la logistique, les centres commerciaux, mais aussi depuis maintenant quelques années les data centers. Les data centers, que ce soit des grands data centers hyperscalers, les fermes d'IA qu'on voit arriver maintenant de plus en plus où il y a énormément de demandes. Et les data centers, on va dire régionaux, plus petits, hein, donc qui sont ciblés, éco-responsables, souverains et développés dans les grandes métropoles françaises. Mais dans les deux cas, que ce soit dans le edge, alors le edge d'aujourd'hui, hein, celui qui fait de 5 à 20 mégawatts, hein, pas celui d'hier, qui en faisait que 1. Aujourd'hui, on est plutôt sur ces data centers-là, mais aussi sur les grandes data centers en demande d'avoir des espaces qui sont capables d'accueillir aujourd'hui des infrastructures IA, et donc du coup qui ont rebattu les cartes techniquement sur comment développer nos salles informatiques, comment on développe les systèmes de froid, et puis comment ils fonctionnent aussi en termes de température. J'ai un peu du monde de l'énergie des réseaux de chaleur, donc j'ai bien écouté tout ce que vous avez dit avant. Oui. Je donnerai quelques précisions. Tout à fait. Alors, je voudrais aussi repositionner un petit peu le problème par rapport au DSI. Allez, on va mettre les pieds dans le plat. Moi, je côtoie beaucoup de DSI, et les DSI sont paumés. Il y en a beaucoup qui sont perdus, parce qu'aujourd'hui, quand le patron vient les voir et leur dit « je veux que tu fasses de l'IA », ils sont coincés. J'ai un exemple très concret que je ne citerai pas, mais c'est un très gros DSI en France, une société française, qui lui m'a dit « Yves, mon problème c'est simple, mon patron veut que je mette des GPU, si je mets les GPU, je vire tous les racks qui sont dans ma salle. » Donc c'est qu'il y a un problème. Hein. Le problème, on le sait, c'est l'énergie, c'est le refroidissement. Ça, on le sait. Il y a d'autres problèmes. C'est les coûts, c'est la maintenance, il y a plein de choses. Mais on va en parler. Donc, cette table ronde, elle n'est pas anodine. Elle provient aussi de ce fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont perdus. Et même nous, en tant que médias, on est régulièrement sollicités par des gens qui viennent nous dire « J'ai un terrain, je vais faire un data center d'IA. » Et là, quand je lui dis « Mais expliquez-moi, vous avez combien d'énergie dessus ?» Ah ben non, mais il y a une ligne électrique qui passe pas loin. Hein, vous en avez connu ça. Hein. Bon, j'en vois qu'il y a... Bon, il y en a plein comme ça. Hein. Je peux vous dire, il y en a plein. Hein. Plein. Allez, Mathieu, peux-tu nous faire un petit portrait un petit peu de ce qui se passe dans le milieu du data center et du data center d'IA? Merci pour la question piège, Yves. Ah ben oui, non, mais attends, donc, du tu as coup, accepté d'être là. Hein. Elle n'était pas prévue. Hein.
Sur la partie S, c'est ce que je disais, en tout cas je vais donner ma vision, après les autres interlocuteurs en parleront je pense. On est sur un marché qui est très différent de ce qui se passe côté cloud, pour une raison simple. Déjà c'est un marché qui est en croissance encore plus élevée que côté cloud. On est sur des usages qui sont très différents. D'un côté vous avez du storage, de l'autre côté vous avez du machine learning et plein d'autres applications dont on ne parlera pas. Et surtout, et c'est là je remercie la table ronde précédente d'avoir un peu plombé ce qui s'est passé, on est sur un marché qui est encore plus international que ce qui se passe côté cloud. Aujourd'hui, les contraintes de ces acteurs-là, c'est extrêmement simple. Ils veulent de l'électricité en 2027, ils veulent que ce soit construit pour hier, quand vous leur dites j'ai un foncier ou j'ai tout ce qu'il faut, ils vous disent ben voilà, mes spécifications techniques, elles tiennent sur 2 lignes, vous vous débrouillez, on se voit dans 2 ans et je vous paie 140, 160, 100 euros par kilowatt par mois. Donc on est sur un marché où ça part un peu dans tous les sens. Il y a de la demande, il y a du capex, il y a beaucoup de sociétés qui ont fait des levées de fonds assez fraîches. La particularité, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait c'est un marché mondial. Aujourd'hui, quand il y a des RFP et du coup des appels d'offres pour les acteurs IA qui ont des serveurs qui doivent les placer, la France est en compétition avec les pays nordiques où la réglementation est très différente, est en compétition avec l'Espagne où le grid est 10 fois moins stable et du coup tout tourne au gaz. Enfin, on est sur des contraintes qui sont très différentes, là où le cloud par définition, les acteurs acceptent, pour reboucler un peu plus à ce qui s'est passé au départ, les réseaux de chaleur, etc., puisque vous avez des zones cloud et vous avez du storage associé à ça. Sur la partie A, la contrainte supplémentaire, c'est qu'en fait, la recherche, assez souvent, elle est nationale. Donc aujourd'hui, c'est des gisements énergétiques qui sont cherchés, avec des montages de projets qui vont bien. Et ces gisements énergétiques, en France, il y en a énormément, mais ils sont très contraints. Alors on a vu la partie réseau de chaleur, on a vu la partie réglementation, on parlera de la partie CPE certainement. Donc la tendance, elle est plutôt là-dessus, d'essayer d'avoir un time to market le plus court possible. C'est compliqué en France, soyons clairs. Est-ce que c'est quelque chose qui doit changer, va changer? C'est en train de changer. Avec des acteurs qui ont beaucoup d'argent, veulent aller vite. Parfois, ils ne savent même pas pourquoi ils veulent aller vite, mais il faut aller vite. Et des spécifications qui tiennent réellement en une page. Récemment, j'ai eu un projet où le preneur disait qu'il allait prendre 80 MW à bail. Et ils disent, commencez. Et ensuite, dès que le Shell Encore est sorti, on vous donnera les spécifications. Et ensuite, on voit, on adaptera. Donc voilà, c'est un marché où ça part un peu dans tous les sens par rapport à ça. La dernière chose qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, nous, on construit une infrastructure. Globalement, cette infrastructure-là va héberger entre 5 et 7 fois le prix des serveurs. Donc quand vous êtes, si vous avez un data center de, par exemple, 100 MW, que ses coûts de construction sont autour de 12 millions d'euros du mégawatt IT, cette boîte-là va héberger l'équivalent de 6, 7, 8 fois le montant en serveur qui va être à l'intérieur. Donc la boîte, pour la partie IA, elle est anecdotique. Complètement d'accord avec ce que vient de dire Mathieu, et c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui de devoir développer très rapidement des infrastructures sur lesquelles on ne sait pas exactement quelle va être la génération de puces qui va être hébergée, et avec des différences notables sur les différentes sur chaque génération de puces. Nous on l'a vu, on a commencé en hébergeant des puces qu'on appelle GB200, on a ensuite mis des puces GB300 et on commence déjà à se préparer à accueillir les Vera Rubin de l'année prochaine, etc., avec des spécificités qui changent et qui changent au niveau du refroidissement des arrivées électriques. Une consommation qu'on remarque, nous, sur les serveurs qui est vraiment à pic, assez forte. Donc, on doit s'adapter à tout ça, tout en permettant des Shell Core qui doivent être agiles et qui doivent être modulables. Donc, c'est une des complexités de l'IA. Tout à fait. Après, je pense qu'il y a une chose qu'il faut se poser la question, c'est de l'IA, pourquoi faire? Là où je veux en dire, c'est que l'IA, il a plusieurs usages. Il a l'usage d'entraînement, il a l'usage d'inférence. Et la différence entre les deux, elle est importante parce que le besoin en termes de puissance et en termes de proximité des infrastructures, des villes, l'entraînement, c'est comme si on apprenait à un étudiant pendant 5 ans ses études. L'inférence, c'est je lui pose une question, j'attends qu'il me réponde en 2 minutes. Quand on fait tous du chat GPT, plein d'autres applications, c'est ça qu'on attend. Cette sollicitation et dans les échanges qu'on a déjà eus, se posent les questions, comme disait Mathieu, de livrer rapidement. Et aujourd'hui, la réglementation française, les approvisionnements matériels mettent des délais. Quand Mathieu disait on veut 200 MW, on veut faire ça très rapidement, ce qui pose problème aujourd'hui, c'est les démarches administratives et les ICPE. Dans l'IA,
il pourrait être considéré que l'IA d'entraînement, comme tu le disais, c'est une fabrique. Elle accepte la coupure, elle accepte un temps de réponse plus lent, et donc elle peut accepter le fait d'avoir un courant moins fiable et pas secouru par groupe électrogène. Ce qui fait qu'un data IA d'entraînement pourrait se retrouver très loin des infrastructures citadines, se poserait le problème de l'export de chaleur, mais il pourrait être très proche d'infrastructures de distribution électrique déjà mises à disposition. C'est le cas souvent de friches industrielles ou d'anciennes usines où il y a des postes HTB, et donc c'est le terrain de prédilection pour installer un data center d'IA d'entraînement, mais pas un data center d'inférence, parce que lui, il doit être près de la ville. Donc il y a ces deux problématiques-là, c'est qu'est-ce qu'on veut faire dans ce data center en IA ? Est-ce que c'est pour de l'inférence ? Est-ce que c'est pour de l'entraînement ? Sachant que les puissances, c'est forcément les mêmes qui sont attendues d'une part. Un data center d'entraînement, c'est un sprint, on lui donne un apprentissage, alors que ce qu'on attend d'un data center en IA d'inférence, c'est une taux de disponibilité. Quand on fait du chat GPT, on veut qu'il n'y ait pas de latence, on veut que ça aille vite. Et ça suppose que les infrastructures GB200, GB300, elles ne sont pas surchargées pour avoir ce taux de disponibilité. Donc, se posent des questions, comme on a eu dans les années 2010 plutôt, de virtualisation. Parce que quand on fait une demande à ChatGPT, demander plein de choses, ça mobilise beaucoup de ressources. Donc, c'est vraiment, il faut savoir déjà de l'IA pour faire quoi. Mathieu. Bon, déjà, je ne vais pas revenir sur le time to market parce que tout le monde sait que c'est la clé du succès. Il faut quand même savoir que le marché de l'IA, il se concentre aujourd'hui sur quelques grands acteurs. En dessous de ces quelques grands utilisateurs finaux, il y a un certain nombre de développeurs qui essayent de trouver le meilleur endroit, la meilleure façon de développer un data center. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec 15 gigawatts de raccordement électrique réservé. Et sur ces 15 gigawatts, s'il y en a 5 qui sortent, on sera déjà content. Enfin, RTE sera très heureux. Donc déjà, il faut comprendre ça, c'est qu'aujourd'hui, c'est très concentré. Les besoins de ces acteurs finaux, ils sont connus. Ils ont des spécifications qui font 3000 pages, qui sont très précises. Par contre, entre les uns et les autres, c'est pas les mêmes. Donc quand on veut construire un projet de data center et qu'on ne sait pas encore à qui on va le vendre, on lance à blanc, on fait une page et on dit on va construire le core and shell. Et puis ad vitam, que pourra, on verra bien comment on adaptera. On a quelques exemples en France, en Espagne, en Italie, partout, de projets qui ne sont pas allés au bout alors qu'ils étaient déjà très avancés, tout simplement parce que au dernier moment on se rend compte que le client final il avait une demande particulière qui ne s'adapte pas au site où on a développé. Donc quand on disait au début, tu disais le DSI il est perdu, mais en fait la difficulté c'est que la technologie va tellement vite, la façon dont on va la refroidir va tellement vite et les évolutions sont tellement rapides par rapport au temps qu'on met à construire, à développer, alors particulièrement en France parce qu'on a quelques contraintes de permitting qui sont un peu plus fortes que chez les autres, en fait on n'arrive pas à développer quelque chose qui correspond à un besoin. Et en fait aujourd'hui tous les développeurs, et on en fait partie, on essaie d'identifier ce besoin, d'anticiper le mieux possible ce besoin pour répondre à quelque chose qui demain n'est plus vrai. On va le voir, tu parlais des nouveaux serveurs, on voit un peu ce qui arrive. Il y a plein de salles qui ont été développées déjà en 2025 qui ne correspondent plus au standard qui est vrai demain. Je vais juste boucler sur l'histoire des réseaux de chaleur, parce que quand on nous dit qu'il faut se projeter à 25 ans, nous aujourd'hui, si on arrive à se projeter à 5-6 ans, on est pas mal. Sur les technologies, on prévoit bien sûr de faire évoluer nos sites dans 5 ans, dans 10 ans, parce qu'on sait très bien que cette évolution-là, c'est pas le cloud. Le cloud, ça faisait 30 ans que ça bougeait plus. Donc c'était quelque chose d'arrêté. Maintenant, les prix, ils explosent. Le prix du mètre carré, par contre, du kilowatt, lui, il n'explose pas. C'est difficile de joindre les deux bouts sur les projets. Donc, on se retrouve avec quand même pas mal de projets, avec beaucoup de difficultés à identifier les technologies à mettre en œuvre. Donc on a besoin de beaucoup de souplesse. Et qui dit souplesse dit aussi des coûts. Et voilà, donc c'est un peu la complexité de l'arrivée de l'IA dans les métiers de développement. Alors justement, Romain, là vous avez approuvé totalement ce qu'a dit Mathieu. Oui. Expliquez-nous. Pour reprendre, oui, on a cette vision à court terme. On sait qu'au bout de 5 ans, il va falloir rétrofitter les salles et on sait qu'aujourd'hui, quand on commence un projet, on ne va pas avoir toutes les spécificités techniques de ce qu'on va mettre en service. Et on se retrouve avec plusieurs contraintes temporelles, la contrainte de permitting et d'ICPE et la contrainte aussi de procurement, de commande des matériaux, du matériel, des transformateurs, etc.
arriver à avoir une synchronicité sur l'ensemble de ces éléments, c'est un des enjeux. Et on doit donc réfléchir en conception à avoir le modèle le plus agile pour pouvoir pivoter à chaque moment de la conception et ne pas être figé dans un DCE, APS, APD, DCE, trop figé et de pouvoir à chaque fois modifier selon les intrants clients. Mais tu as tout à fait raison. Avant, on construisait avec des certitudes. Aujourd'hui, il faut qu'on conçoive avec des options. Et en fait, c'est regarder, il faut qu'on soit capable de faire une infrastructure pour qu'il y ait plusieurs futurs qui soient possibles. Quand on travaille avec Mathieu sur des projets, là, on se pose la question de se dire, le data center, c'est un peu comme la logistique. On va avoir une enveloppe qui va être prête, une puissance qui sera à disposition. Il faut que dans cette enveloppe-là, on soit en mesure de développer plein de choses qui ne seront pas faites à la livraison. Il faut qu'il y ait plein de phases de livraison dans lesquelles on puisse s'adapter, être modulaire, reconfigurable. En fait, c'est le discours qu'on porte là, ensemble quand on travaille avec Mathieu là, sur des projets. On se dit, pour notre client, c'est regarder une trame structurelle, comme un entrepôt de logistique, à l'intérieur duquel je peux faire plein de solutions, plein de combinaisons. Parce qu'entre le moment où je vais concevoir et le moment où on va réaliser, il y aura sûrement une rupture technologique. Il y a plus d'un an, on a rencontré NVIDIA dans un salon organisé par Schneider. Aujourd'hui, on parlait de baies à 140 kW. NVIDIA nous dit, en 2030, c'est les chantiers qu'on va concevoir, j'aurai des baies à 600 kW qui seront alimentées en 600 volts continus. Aujourd'hui, les datas qu'on fait, donc quand je fais des tests fit et qu'on s'allonge avec Mathieu, j'ai pas du 600 volts. Donc il faut qu'on fasse quelque chose qui soit reconfigurable, réversible. La seule donnée d'entrée qu'on a qui est immeuble, c'est la puissance électrique d'adduction. Et après, on adaptera tout le reste. Parce que comme disait Mathieu, la donnée d'entrée, c'est une parcelle, un terrain et une PTF à 200 MW. Et avec ça, il faut qu'on conçoive quelque chose qui soit une volumétrie. Et avec tous les architectes qui sont avec nous aujourd'hui, se dire, en fait, j'ai quelque chose qui soit ultra modulaire et reconfigurable sans aucune limite. Il ne faut pas qu'il y ait la certitude, je fais quelque chose, j'ai des éléments qui soient durs. Il faut enlever tous les points durs. Juste là-dessus, peut-être pour compléter, c'est assez intéressant cette partie-là, parce qu'en fait, pour avoir travaillé avec pas mal de bureaux d'études, on travaille pas mal avec Aegis sur plusieurs projets, c'est une dynamique qui est quand même assez nouvelle d'un point de vue français dans la dynamique d'un bureau d'études. Assez souvent, pour avoir géré pas mal d'appels d'offres, et même avec certains clients qui sont dans la salle, on rigole dans le sens où la dynamique française va faire APS, APD, DCE, etc. Et quand on explique qu'en fait, il y a une première tranche qui va peser peut-être 100 000 €, désolé pour les bureaux d'études, où est-ce qu'il faut avoir une test fit le plus générique possible, et ensuite, quand on va commencer à pré-commercialiser, on va pouvoir commencer à avancer. Tout le monde nous regarde avec des gros yeux, surtout certains bureaux d'études assez franco-français, qui se reconnaîtront peut-être, en disant « moi je ne comprends pas, parce que si je ne fais pas un APD, je n'arrive pas à regarder les études acoustiques, etc. » En fait, la contrainte aujourd'hui de base, elle est simple, c'est d'avoir un projet qui soit le mieux monté, le plus flexible, et à tous les points de vue. Donc au niveau de la SPV, quand on monte la partie projet, au niveau, alors l'emplacement il est gelé, mais au niveau permis avoir cette flexibilité-là, donc il y a pas mal d'acteurs qui travaillent aussi là-dessus, se dire on va suivre un ramp-up, on va pas être figé sur un projet de 200 MW où je vais avoir des délais d'instruction de 8 ans et l'ICPE va prendre 1 an. Donc il y a tout un travail qui est fait, le but c'est juste d'être en face d'un marché, encore une fois, qui est global. Aujourd'hui, il y a des RFP qui ont circulé, il y en a d'autres qui circuleront, qui circulent encore, où certains acteurs disent « je veux 40 MW demain ». Tout le monde sait que c'est impossible de le mettre. Il y a des gens qui vont prendre ce pari-là. En prenant le pari, on va apprendre avec eux, c'est ce que font certains développeurs notamment, et en apprenant avec eux, on va comprendre leur manière de fonctionner. Dans le fond, leur manière de fonctionner, comme c'est du process, c'est un peu comme en pharma, si certains ont travaillé sur des usines pharma, le process en fait peut changer vraiment au dernier moment, c'est ce qu'on disait. Et le dernier moment, c'est même lors de la mise en route, on peut décider le jour où l'équipement est arrivé, de dire on va faire un énorme trou dans la façade et on va passer l'équipement par là. Donc comme c'est du process, il faut être hyper flexible dans les montages, hyper flexible dans l'ingénierie qui est derrière, et une fois que le client final est là, on arrivera à avancer. La dernière chose que je veux dire là-dessus, c'est que s'il n'y a pas de client final, il n'y a pas de financement en fait. Et ça, les gens l'oublient très souvent. On a parlé de contraintes, on a parlé de beaucoup de choses. Soyons très clairs, aujourd'hui, la compétitivité de notre pays est liée à la partie énergétique, qu'elle soit décarbonée ou pas, je ne vais pas lancer le débat, on a quand même une source d'énergie qui est assez excédentaire. Donc l'attractivité de la France, elle est là. Par contre, soyons très clairs, le fait qu'il y ait d'autres types de contraintes peut bloquer certains acteurs. Donc dans cette dynamique-là, il est hyper important d'avoir une flexibilité, d'accueillir ces gens-là et d'être sûr que
oui, on a un degré de flexibilité suffisant. Ok. Romain, comment vous réagissez à tout ce qui s'est dit là? Puisque là, vous êtes au cœur du sujet. On va rappeler particularité. 2 projets fast track vous ont été accordés. Pas des projets fast track, des projets en Moselle des oui. amis EDF. Oui, mais quand même, ça C'est fait pas- combien de mégawatts? Ça fait à peu près 400 mégas sur ces projets-là. Pour revenir, Chacun. oui. Non, les deux. Ok. On a d'autres projets aussi. Voilà. Non, pour revenir, oui, on a cette difficulté qui est réelle, c'est-à-dire que pour qu'il y ait un engagement client final, il faut que le client il puisse avoir une vraie visibilité sur ma solution arrive à telle date. Et nous, on doit se mettre à risque sur beaucoup d'options, beaucoup d'hypothèses de travail, aussi bien donc sur la partie permitting et principalement sur l'ICPE, parce qu'un ICPE en phase, c'est très compliqué. Les discussions avec les DREAL sur ce point-là sont assez dures. Et il faut qu'on puisse se mettre aussi à risque sur des commandes de matériel et parfois même des lancements de travaux qu'on fait sur lesquels on lance les travaux sans avoir le client et sans avoir même la solution finale, le design final des salles. Donc en commençant par les travaux d'infrastructure plutôt périmétriques, tout ce que vous connaissez comme service annexe. Et ça nous oblige à penser différemment. On ne peut pas avoir un projet complètement ficelé avant de le démarrer en réalisation. Et ça, c'est contre-intuitif avec ce qu'on fait d'habitude. D'où une approche que vous êtes un des premiers à avoir adoptée, qui est celle de la modularité. Alors, elle est essentielle pour cette raison-là et aussi pour la raison du futur. On sait qu'aujourd'hui, dans 4-5 ans, on va devoir reprendre nos salles avec des ratios space power cooling qui vont être assez différents. Donc, il faut qu'on puisse s'adapter sans avoir à tout casser, tout raser. Et donc, oui, c'est important pour nous. Comment ça se traduit Ça concrètement? Ça se traduit par essayer de travailler en conteneur sur toute la partie conversion de courant. C'est d'essayer d'industrialiser au maximum et pour pouvoir avoir plus du plug and play que de la vraie structure béton gros œuvre classique. Mathieu, avec un T, je précise. Particularité NDC, Nation Data Center, est plutôt sur des data centers de proximité, avec des tailles un peu inférieures. Malgré tout, un de vos objectifs, c'est aussi de répondre à cette demande d'IA, d'infrastructure d'IA. Alors NDC, en effet, on est plutôt sur du large edge, on va dire. Mais bon, l'activité dans le groupe couvre aussi pas mal de projets en hyperscale, avec des gros projets de plusieurs centaines de mégawatts. Elle est séparée de l'activité NDC. Elle est séparée de l'activité NDC. Mais évidemment, on partage les savoirs. Mais sur des data centers, on va dire plus petits, mais les problématiques sont les mêmes. L'industrialisation, c'est devenu une obligation. Quand je dis industrialisation, c'est des industrialisations de modules, vu qu'on ne sait pas exactement ce qu'on va mettre dans les salles informatiques. Donc le principe, ça va être d'industrialiser des chaînes, que ce soit des chaînes électriques ou des chaînes de froid. La préfabrication usine, ça devient une obligation, parce qu'en fait, je ne peux pas me permettre d'avoir de la coactivité sur site, parce que ça me fait perdre du temps. Il faut que ce soit fait en usine, les réceptions, c'est en usine, tout doit être fait en amont. Le chantier, c'est un assemblage de solutions préconçues. Et en fait, que ce soit pour les petits jusqu'à 20 MW, ou les gros data centers qui vont en faire peut-être 200, la solution est la même. C'est qu'en fait, on réfléchit par bloc, et ces blocs, ce sera les mêmes dans tous nos modules. Et ces modules-là, ça revient un petit peu à ce que vous faites sur les conteneurs, mais là, pour le coup, on n'est pas pris dans le principe du conteneur, mais plutôt dans de la préfabrication qui seront installées. C'est la seule façon en fait, de tenir les délais que nous imposent des clients et de répondre en fait, à un besoin. Alors, est-ce que, je vais m'adresser à vous quatre, est-ce que ça veut dire concrètement que nous, on sépare encore le data center traditionnel du data center d'IA? Est-ce que c'est une erreur ou est-ce que c'est une bonne vision? Est-ce que finalement, concevoir un data center demain, ça veut dire concevoir un data center prêt à accueillir de l'IA? La réponse, c'est oui, et c'est comme ça qu'on le fait. Aujourd'hui, on est un peu sur un fonctionnement hybride. On a un projet en commun avec Mathieu. Ce qu'on a fait, c'est que le data center qu'on a conçu, il faut qu'il marche à la fois en cloud et à la fois en IA, sans revoir les installations des chaînes électriques et des chaînes de refroidissement. Il pouvait y avoir des programmations où on voulait figer une partie d'IA, figer une partie de cloud, mais ça bloque le développement. Donc, dans la démarche qu'on fait avec NDC sur un projet, c'est de se dire, mais je conçois mes architectures techniques, électriques, refroidissement, pour qu'elles fonctionnent de façon hybride. Je suis une urbanisation qui est 100% cloud,
où j'enlève mes backloads, je mets une config IA, la résultante, c'est que l'emprise au sol, elle est très largement réduite, mais mon architecture technique, elle est strictement la même. Et voilà, il y a pu y avoir au début de l'IA des convictions, après je partage pas, on va échanger là-dessus, de se dire mais l'IA n'a pas besoin de refroidissement. Non, l'IA elle a besoin du même taux de refroidissement. L'IA pouvait accepter des températures d'eau de refroidissement plus élevées, ce qui pouvait constituer à ce qu'il y ait des systèmes de refroidissement dédiés. Dans les échanges qu'on a eu avec NVIDIA, ils ont aussi tendance à dire que la performance de calcul de l'outil informatique est meilleure quand l'eau est plus fraîche. Quand l'eau est plus fraîche et donc dans les mêmes régimes de température des 20-30 degrés qui ont été cités tout à l'heure. D'où le fonctionnement hybride d'avoir un système de refroidissement qui est mutualisé. Et on en a regardé avec des systèmes totalement dédiés, donc sans quasiment de thermodynamique, mais ça bride le fonctionnement. Donc le fonctionnement, il faut être agile, il faut aussi qu'il soit réversible. Parce que le refroidissement à eau, on en discutait tout à l'heure, quand j'étais chez IBM, je revisitais les sites, des refroidissements à eau, ça existait déjà dans les serveurs des années 2000. Hein. Donc on fait que, c'est un cycle, à chaque fois on revient. Donc nous, quand on conçoit avec les deux Mathieu, on cherche à être agile. Le vrai terme, c'est agile modulaire. Nous, en conception, en fait, c'est des blocs de puissance. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse réfléchir, modularité, blocs de puissance, pour être capable de délivrer de façon phasée. Et on en discutait pas plus tard qu'hier avec Mathieu, c'est de se dire, mais l'attractivité, c'est d'être capable de délivrer rapidement. Donc, on a souvent des campus qui sont de 200 MW, mais le projet, il verra un client si on est capable de délivrer une première tranche rapidement. Et c'est notre force, c'est d'essayer de regarder ensemble comment trouver la solution pour passer sous un seuil ICPE, donc le seuil d'enregistrement, qui nous offre quand même une capacité IT de l'ordre de 12 MW, donc ça fait déjà un beau bébé. Et si on sait dire au client, on n'a pas la démarche ICP d'autorisation, on sait te livrer un site pour 12 MW, ça coche une première case que de dire ce site il devient potentiellement éligible pour que le client commence à s'y intéresser. Mathieu. Ouais, moi, je voulais juste rajouter une précision. Comme je sais qu'il y a pas mal de thermiciens dans la salle, on parlait du coup de l'augmentation de la température parce que les serveurs NVIDIA pouvaient accepter des températures plus hautes de fonctionnement, ce qui est vrai. Et donc l'année dernière, on a beaucoup discuté de ce sujet-là en disant que ce serait du coup bénéfique pour les réseaux de chaleur parce qu'on va récupérer de l'eau plus chaude et donc du coup plus facile à réintégrer dans des réseaux moyenne température, on va dire. Et les dernières études là qu'on a faites et puis les travaux qu'on fait avec NVIDIA montrent que finalement non, c'est l'inverse qui se passe malheureusement. En fait, on va sur des régimes plus froids. Alors la raison elle est assez simple. La puce a une surface qui est donnée, qui ne change pas beaucoup. C'est ma surface d'échange. Dessus, je mets une petite plaque à échangeur. Cette plaque à échangeur, la surface ne change pas non plus. Mon liquide, c'est de l'eau, ça ne change pas. Enfin, c'est de l'eau en plus glycolée. Donc, sa capacité thermique ne change pas. Et par contre, je dégage non plus 200 kg, mais 600 kg. Je n'ai pas le choix, je baisse la température. Et on se retrouve finalement avec des régimes qui sont malheureusement pas plus hauts sur ces circuits-là. D'où la complexité en plus, quand on veut adapter des data centers qui puissent faire les deux, de bien choisir aussi nos diamètres de tuyaux, nos puissances et nos températures, parce que demain, c'est ça qui joue. Oui, en effet. Alors, juste une petite remarque entre nous. Je rappellerai que lors du dernier congrès de l'OCP qui a eu lieu au dernier trimestre 2025, Google a présenté un rack à 1 MW. On n'est même plus à 600. On est passé à 1 MW, ça va exploser. Et lui, il existe, il n'est pas en prévision. Donc, moi, je voudrais qu'on évoque aussi un autre sujet. Parlons un petit peu de l'exploitation. Parce que j'entends des choses, j'entends l'augmentation de la puissance, j'entends aussi le coût. Quand on met un rack avec quelques GPU dedans, on dépasse facilement le million d'euros ou le million de dollars, voire 2 millions, voire 3 millions. Encore 4, 5, 6 D'accord. Donc, moi, j'ai un technicien qui a l'habitude de mettre des racks avec 100 000 euros de CPU dedans. Je ne vais pas lui mettre entre les mains un rack à 2 ou 3 millions d'euros ou de dollars. J'entends parler aujourd'hui de courant continu. En plus, c'est déjà testé. Je veux dire, c'est pas anodin, ça existe. C'est déjà, ça commence à être mis en place. Il y a des notions de risque qui émergent. Et puis, dans le même temps, il y a quand même beaucoup de monde qui... Enfin, moi, je suis effaré quand je suis dans un data center de voir le nombre de personnes qui circulent.
Hein, je pense que vous le savez tous, mais les techniciens de maintenance, les techniciens d'entretien, etc., etc., il y a une foultitude de gens. Ça change complètement l'opérationnel, non? Allez, Romain. Il faut se lancer là. Sur la partie opérationnelle, oui, il y a deux sujets. On parle du rack à 1 MW. Ce qui est sûr, c'est qu'un rack à 1 MW, il n'y aura pas un humain qui interviendra dedans. Et ça changera complètement. Donc, est-ce que ce sera avec de la robotique? Est-ce que ce sera avec... ça changera complètement la conception quand on arrivera avec un rack à 1 MW. On va parler d'IA physique. Complètement. Ah oui. Complètement. Et le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a une telle demande de devoir livrer, de mettre en service rapidement, qu'on se rend compte, nous, sur nos projets, qu'on a de l'exploitation qui commence alors qu'il y a des travaux qui sont aussi en cours sur des salles contiguës. Et c'est vraiment quelque chose à gérer qui est une vraie complexité. Les nuisances travaux, les différents intervenants, les gestions de flux, ça rajoute une couche de complexité lors de la mise en service qu'on n'avait pas auparavant. Tout à fait. Laurent, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il va falloir commencer à certifier vos équipes? Et il faut trouver les certifications, parce que là, l'IA, on est dans un domaine qui est assez inconnu. Alors nous, on intervient principalement aujourd'hui en conception, mais sur l'exploitation, ce que disait Romain, c'est qu'on avait l'habitude de concevoir des data centers en 1 ou 2 phases de travaux, et un data center d'IA, c'est plein de livraisons, donc c'est la coactivité, c'est la gestion des flux, et c'est un chantier dans un site qui est en activité et qui ne peut pas s'arrêter. Et un chantier, on fait des trous, on perce, et ça n'aime pas les vibrations, les data centers. Donc il y a toute une réflexion à regarder de préfabrication. C'est comment on conçoit de façon préfabriquée. On parlait de logistique, c'est beaucoup de supportage. C'est toute une réflexion qu'il faut qu'on ait en amont pour être capable de livrer rapidement et concevoir de façon préfabriquée. Que ce soit sur la tuyauterie, que ce soit sur les gaines à barres, c'est toute cette réflexion-là qu'il faut qu'on mène. Après, il y a une question qu'il faut se poser par rapport à l'IA, c'est que par rapport à notre réseau de distribution électrique français, qui est quand même de très grande qualité, tous les datas qu'on fait ont souvent 2 adductions électriques, HTB, de 2 postes de sources différents, c'est de se dire, est-ce qu'on serait capable de faire de l'IA sans groupe électrogène? Non, mais aujourd'hui... Mais mes clients, ils ne sont pas d'accord. Oui, mais voilà. Mais les clients ne sont pas d'accord, mais en même temps, quand on réfléchit dans le marché qui est en dehors du data center, on s'inscrit dans un marché de sobriété. Il faut changer un peu les mœurs. Et pour à un moment donné, il faut savoir renoncer à certaines choses. Quand on construit, nous, des bâtiments tertiaires, la clim, ça devient un gros mot. Donc on dit, dans ce cas-là, l'occupant, il peut accepter d'avoir 28 degrés de température, il peut accepter des dégradations, et ça passe par là. Aujourd'hui, si on veut faire un data center décarboné, qu'on est capable de livrer rapidement, en s'enlevant ces contraintes d'approvisionnement, de matériel que sont les groupes électrogènes, de stockage du fuel, qui n'est pas non plus à une durée de vie éternelle. On est censé pas s'en servir, et donc pas le consommer. Mais lui, il a une certaine durée de vie. C'est comment les clients qu'on a respectifs sont prêts à se dire la qualité de réseau me permet de fonctionner sans groupe électrogène. On fait passer les messages. Alors, pour le coup, je comprends, mais d'un point de vue vraiment commercial, ces messages-là, ils sont évidemment portés. Hein. C'est des choses qu'on pousse tous les jours. Ça simplifierait énormément les choses pour tout le monde. Mais eux, après, ils nous reposent la question, c'est est-ce que vous croyez que mon service de Facebook, il peut s'arrêter pendant 20 minutes? Et puis la réponse, chez eux, c'est pas possible. Donc pour vous, c'est pas possible non plus. Sur l'IA, en modèle d'entraînement, on a un peu plus de tolérance sur les SLA et sur... Mais c'est lié à la solution elle-même qui se prête à ça. Il faut le rappeler. C'est lié à l'usage. Ouais. Et sur l'IA, j'ai quand même des demandes. Là où on pensait qu'on allait sauvegarder que la partie pilotage et interconnexion. Voilà. En réalité, j'ai quand même des demandes au final qui arrivent, qui sont je veux tout secourir. Hein. Et je pense que ça va évoluer dans les prochaines années, parce qu'aujourd'hui, on a une demande qui est bien supérieure à l'offre, et plus les deux vont s'équilibrer, plus la demande client va augmenter en termes de redondance. Les acteurs sont clairs sur les dernières spécifications, reviennent sur du redondé, même si certains usages font qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir une myriade de groupes électrogènes derrière. Les acteurs reviennent sur du redondé. Et en fait, aujourd'hui, c'est assez marrant parce que c'est un secteur qui se construit, qui se détruit, qui se construit en fait en marchant.
Il y a un acteur qui était en France, qui était précurseur là-dedans, qui est OVH, quelque part. C'est il y a quelques années qu'il avait fait du DLC. Il y a d'autres acteurs qui aujourd'hui, en termes d'exploitation, Eclairion, Nation Data Center, ont pris le relais. Moi, juste ce que j'aimerais bien souligner, parce qu'on a parlé beaucoup de technique, c'est qu'en fait, les méthodes de montage de projet et même les méthodes de financement n'ont rien à voir d'un projet à un autre. Donc, il y a la partie technique déjà, donc parfois on ne sait même pas ce qu'on achète, est-ce qu'on met des groupes électrogènes, est-ce qu'on met pas de groupes, etc. Et dans l'autre sens, sur la question d'avant qui était data center IA ou data center cloud, aujourd'hui la mécanique de financement d'un data center cloud, elle est rodée. Vous avez des baux souvent de 12 ans, vous allez à l'étranger, vous avez des baux de 20 ans, les financements bancaires, ils sont en route. Pour rester simple, vous appelez n'importe quelle banque, vous leur dites que vous avez AWS en preneur, ils vous financent. Aujourd'hui, les baux en IA sont bien plus courts. On est sur une compétitivité qui est très différente. On est sur des usages aussi qui sont très différents, qui font que les financements sont très différents. Donc, et indirectement, ces financements-là aussi peuvent largement impacter l'infrastructure du projet lui-même. J'ai en tête un acteur qui était, alors qui n'est ni Eclairion ni NDC, voilà, qui disait, lui, il souhaite construire de l'IA à peu près 7 millions d'euros, 7,5 millions d'euros du mégawatt IT. Là où un data center cloud, c'est 11,5, 12 millions d'euros du mégawatt IT selon la stratégie d'appel d'offres que vous utilisez. Donc, indépendamment de la partie, de la partie groupe ou pas, l'infrastructure, elle est drivée par les coûts aussi, pour certaines raisons. Oui. Je voudrais aussi qu'on parle un petit peu rapidement, mais je ne sais pas si vous avez la réponse, d'assurantiel. Je veux dire, même sur tous les projets que vous accompagnez, vous avez de toute façon tous des assurances qui vous couvrent, qui vous protègent. Et il semblerait que sur l'IA, sur les infrastructures d'IA, ça devient très difficile. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, la plupart des assureurs, enfin tous les assureurs, ont refusé d'assurer les projets à plus de 500 MW. Alors, moi, je peux donner une précision là-dessus. Une petite précision liée surtout à l'IA, c'est le thème de la table. Il se trouve que l'IA, donc on a dit, c'est des technos qui sont différentes. Il y a plein de raisons à ça, les puces, les refroidissements, mais aussi la façon dont l'IA consomme l'électricité. Donc l'IA consomme l'électricité avec une pulsation qui est 2 pulsations par seconde à peu près, qui va dépasser de 10% sur une pointe, une petite pointe, la puissance maximum qui est finalement la puissance de raccordement, puis qui va redescendre sur un plateau, redescendre plus bas, remonter. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait vu jusqu'à maintenant. Donc ça pose un gros problème aussi au réseau, RTE ou Enedis en fonction de qui on est raccordé. Donc il faut filtrer ce flickering, ces perturbations. Donc pour filtrer ces perturbations, il n'y a pas 1000 solutions. Il faut mettre des systèmes de batterie ou de supercapaciteurs. On va voir, il y a plein de solutions. C'est à l'étude. Et c'est pas du tout mature. Encore aujourd'hui, tout le monde se pose la question, en train de chercher les bonnes solutions. Mais typiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des batteries dans les salles informatiques. Bon, alors déjà qu'il y a des équipements à quelques millions d'euros. Maintenant, on va mettre des trucs qui brûlent et qui ne s'éteignent pas. Et les assureurs, ils commencent un petit peu à faire les yeux ronds. Donc on est en pleine discussion sur ces sujets-là. On n'a pas encore toutes les solutions, mais évidemment, il faut qu'on adresse tout ça. Quand on va faire, alors on parle des CDU. Donc les CDU, vous voyez tout ce que c'est. C'est des réseaux 3 qui vont jusqu'à la puce dans les serveurs. Donc encore une fois, c'est des puces qui coûtent très cher. Ce réseau, est-ce qu'on le passe au-dessus des serveurs? S'il y a une fuite, on fait quoi? On le passe dessous? Si on le passe dessous, c'est un débat qu'on a eu longtemps avec Laurent déjà. Et en fait, personne n'a la même solution. Et les solutions, en fait, jusqu'à maintenant, peut-être intégrer aussi pas trop cet élément-là de risque, cet élément risque en fait qu'on est en train de rentrer dans les discussions. Et en fait, les assureurs ont tout à fait leur place maintenant dans ces discussions-là, parce qu'on va évidemment devoir gérer avec ça aussi. Et pour reprendre ce que disait aussi Mathieu tout à l'heure, c'est qu'on héberge des serveurs qui ont un ratio de coût par rapport à l'investissement, on va dire physique, de courant et de refroidissement, qui a un ratio de coût entre 7 à 8 fois. Donc aujourd'hui, on doit aussi prendre en compte l'assurance du client qui héberge ces GPU. Et du coup, ça rajoute des complexités où on ne s'arrête pas uniquement à nos assurances classiques, et aussi bien de chantier, de dommage-ouvrage, etc., que d'exploitation. On doit aussi prendre en compte l'assureur du client qui peut être assez contraignante et qui arrive, encore une fois, en fin de conception. Merci. On arrive bientôt à la conclusion. Y a-t-il des questions? Allez. Il n'y a pas de questions sur un sujet comme ça. Je me disais aussi... Ah, et puis il y en a une autre aussi dans le fond. Merci.
Oh, je vais me lever peut-être, ouais, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Oui. On vous connaît, monsieur. Bonjour, Laurent Legal, EDF. Je suis business développeur data center. Certains me connaissent sur l'estrade. J'avais simplement une petite question au niveau du refroidissement. Parce qu'on a parlé assez longuement du free cooling, on a parlé du direct liquid cooling, mais au niveau de l'immersion cooling, qu'en pensez-vous? On commence à le voir arriver. Alors en France, pas du tout. Aux États-Unis, beaucoup. Voilà, c'était pour avoir votre avis. Est-ce qu'il faut se lancer? Est-ce qu'il faut attendre? Que se passe-t-il? Merci. Vous noterez que ça les fait rigoler, hein, ça les fait sourire. Mais c'est une excellente question. Nous, on a traité le sujet sur EDC Mag. Et c'est, alors, qui veut se lancer? Bon, je vais répondre. Du coup, c'est vrai qu'on en a parlé il y a 2 ans. Et là, il y a 2 ans, on se demandait ce qui allait sortir en premier entre l'immersion, le bac à immerger, la puce en direct liquid cooling, ou bien même les tiroirs immergés qu'on trouve en rack. Et il y avait différentes solutions, et puis celle qui sort aujourd'hui, c'est celle qui est développée un peu partout avec Nvidia. Ça reste la plaque sur la puce. Pour plein de raisons de facilité d'exploitation, tout simplement, parce que sortir un serveur, le laisser s'égoutter pour pouvoir faire une manipulation dessus, c'est beaucoup plus contraignant. Et je pense que c'est vraiment ça la raison. Alors je n'ai peut-être pas toutes les tenants et les aboutissants, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a très peu de développement aujourd'hui de l'immersion, à part des POC à gauche et à droite, mais c'est tout. Non, mais je partage l'analyse de Mathieu. Enfin, nous, à chaque fois, c'est un nouveau challenge pour trouver des systèmes de refroidissement. On avait commencé à réfléchir, mais aujourd'hui, effectivement, comme tu le disais, la tendance, c'est le DLC, qui est le refroidissement à cœur, qui fonctionne très bien. Et parce que c'est aussi pour les propriétaires de sites, les exploitants, un gros changement. Et c'est aussi eux qui se posent la question, quand ils prévoient un projet, c'est quoi la solution? Et c'est aussi la solution des clients qu'ils hébergent. Donc c'est très prospectif comme réflexion. Et c'est toute la problématique aujourd'hui. Quelle surface de salle je construis? Parce qu'il y a une chose qu'on n'a pas dit avec l'IA, c'est qu'il y a quelques années, un data center, c'était une surface de salle et on avait une toiture qui était relativement assez vaste. Aujourd'hui, quand je fais moi des test fit, la question que je me pose, c'est j'ai un volume capable, qu'est-ce que je peux capable de mettre comme gros froid par-dessus? Et je déduis la puissance IT. Et souvent, on se dit, je veux faire 3 niveaux. Et on dit, avec les densités qu'on a, en fait, on va faire qu'un niveau de salle. Donc, vraiment, le dénominateur aujourd'hui, c'est la capacité du site sur RTE, la puissance, et c'est mes volumes capables, donc mes surfaces de toiture, où on dessine des briques de groupe froid, de système de refroidissement, et on dit, la surface que j'ai, mon bâtiment, il fait 40 MW de froid, donc je te ferai 35 MW IT. Et après, on boucle tout ça. Aujourd'hui, on est vraiment guidé, ce que tu disais, Laurent, par le refroidissement, en fait. La surface des salles informatiques, à la différence d'avant, c'est que les salles sont petites en comparaison aux infrastructures techniques électriques et de refroidissement. Une autre question ici. Oui, bonjour, Maxime Joaris, je suis contract manager dans les projets de construction. Et ma question était sur ces projets où vous dites qu'il faut être très agile et partir avec de la donnée d'entrée faible, voire presque inexistante. Comment est-ce que vous gérez à la fois les changes, les variations et ces contrats, ce suivi des contrats et la responsabilité qui va avec, de savoir quand vous dites qu'il faut phaser et donc livrer une partie mais tout en conservant une autre, comment ça se passe sur cette gestion contractuelle? Merci. Sur la partie contractuelle, déjà assez souvent, comme on est plutôt contraint par le temps que par l'argent, entre guillemets, c'est plutôt des contrats clés en main, design and build, FIDIC, Yellow Book, ça doit parler à pas mal de monde. La question des changes et la question plus largement presque de l'aménagement de la salle IT in fine, puisque la coque, assez souvent, il y a peu de débat, ça reste une coque, on peut faire des percées, on peut faire, il y a pas mal de choses, mais la partie salle IT, assez souvent, cette partie-là, elle est réglée en amont. Donc, de manière normalement pure contractuelle, il y a un phasage qui est donné au preneur. Et après, si le contrat est bien monté entre l'exploitant et le preneur, c'est un peu comme sur du cloud, il y a une partie qui sera à la charge du preneur, une autre partie qui sera à la charge de l'exploitant.
Donc ça, c'est la théorie. La théorie est magnifique. La pratique l'est moins, malheureusement. Et je pense que côté NDC Clarion, vous avez peut-être aussi un retour d'expérience dessus, pour avoir eu plusieurs acteurs, notamment à l'étranger, qui faisaient tourner des grosses puissances sur de l'IA. Il y a une stratégie contractuelle de départ. Les changes, en fait, elles sont poussées énormément par le time to market. Donc en fait, on fait, et ensuite on fait un DGD à la fin, on fait un décompte à la sortie, et on voit comment ça se passe. Aujourd'hui, c'est une logique, de mon point de vue, qui n'est pas forcément industrielle. Comme on l'a vu, jusqu'au dernier moment, on ne sait pas si c'est des GB200, on sait pas, parfois on ne sait même pas les tailles de B, enfin, voilà, ça varie énormément. Donc forcément, il y a la question du contrat. La question du contrat, elle se fait en faisant assez souvent, sur les dernières parties notamment. Quand on arrive au fit-out de la salle, c'est très compliqué de dire de manière très claire, il y a une partie qui est côté client final et l'autre côté qui est côté exploitant. D'où l'intérêt d'avoir un bon avocat, j'ai rien dit. Allez, on va arriver au terme de cette table ronde, à moins qu'il y ait encore une question, éventuellement. Non ? Non ? Ah bah si. Bonsoir, Rémi Rascol, société Data Alliance. C'est une société du groupe JMG Partners et nous avons un historique en bâtiment logistique. Je vais avoir une question très cocorico. Qu'est-ce qui fait, vous l'avez très bien expliqué, pour des questions assurantielles, la concurrence est mondiale. Qu'est-ce qui fait, dans vos échanges et dans la façon de présenter les dossiers français, qu'est-ce qui fait qu'on a plus d'atouts que les autres pays? Et tout est calé sur le système assurantiel. Et c'est vrai qu'en France, on a une qualité de l'énergie. On a des réglementations ICPE extrêmement strictes, mais ça nous emmène aussi vers des procédés constructifs qui préservent quand même une certaine intégrité de l'immeuble, qui du coup peuvent rassurer les assureurs. Et donc, est-ce que tous ces contraintes qu'on lit nous comme développeurs, est-ce que ces contraintes-là ne peuvent pas se renverser finalement en atout quand on présente un dossier français par rapport à des dossiers européens ou internationaux? Merci. Bon, je m'y rejette dedans si vous voulez. L'atout côté français, effectivement, on a parlé du grid qui est hyper stable. Assez bizarrement, on n'a pas l'impression que c'est le cas, mais quand on va à l'étranger, on a des coûts de raccordement dans certaines zones qui sont assez compétitifs. Donc je ne parle pas du sud de Paris ou même de certaines zones, mais on est assez compétitif. La grosse différence, en fait, je pense, par rapport à d'autres marchés, c'est que sur la manière de présenter les dossiers, il faut être très orienté RFS Date. Donc ça veut dire qu'il faut avoir dérisqué toute cette partie-là énormément en amont et juste dire, à telle date, moi je suis capable de livrer X mégawatts. Donc le sujet, en fait, il n'est même pas que français. Tous les dossiers, entre guillemets, devraient être présentés comme ça. C'est des montages avec des SPV, donc on prend un terrain, on le bonifie, et in fine, ce qu'un acteur IA va acheter, il va acheter cette RFS Date. C'est la différence, enfin, c'est pas un métier de broker en fait. Hein. Certains disent c'est du broking, etc. Pour moi, c'est pas du broking. On prend un dossier et on se calque sur les contraintes du preneur. La différence, soyons clairs, de la France par rapport à d'autres pays, alors ça encore une fois c'est mon avis, peut-être que d'autres en auront d'autres, hormis la partie électrique, je trouve que la France quand même est en difficulté par rapport à ça, par rapport à d'autres pays. Vous allez en Allemagne, les permis, ils sont à l'échelle de la mairie, vous allez à Francfort, pour ceux qui y sont allés peut-être déjà, vous avez l'église et vous avez des data centers autour. Vous en allez dans les pays nordiques, on a une source d'énergie qui est verte décarbonée, vous avez des projets de 600, 700 mégawatts. Certains acteurs dans la salle se reconnaîtront, puisque certains lancent des projets là-bas, notamment dans les Nordiques, avec ces tailles-là. Donc la compétitivité de la France est liée à l'atout du grid, qui est très stable. Donc ça, c'est indéniable. On a des coupures qui sont très faibles, même sur les dernières PTF, si vous regardez. Ça nous paraît énorme, 1000 heures de coupure, mais en réalité, c'est très faible par rapport à d'autres pays. Par contre, tout le reste... et c'est peut-être ma vision pessimiste, même s'il reste optimiste, tout le reste est vraiment à faire. Il y a des difficultés au niveau des assurances, c'est vrai. Les acteurs, soyons clairs, sont en flip, pour rester poli, parfois de venir en France, parce qu'il y a des contraintes sur des long lead items, donc les délais parfois pour aller commander des groupes électrogènes quand certaines
contraintes territoriales font qu'on est obligé de passer par des sociétés françaises, etc. Enfin, il y a un ensemble de contraintes qui font que la France doit être plus compétitive. Et pour moi, la meilleure manière d'être compétitif, c'est tout le travail qui est fait, notamment avec certains développeurs, certains sont dans la salle, c'est de dérisquer toute cette partie-là. Après, je vois pas, enfin, on n'a pas un énorme avantage par rapport à d'autres pays européens. Un avantage complémentaire. Un avantage de plus. On est quand même bien situé dans le poids de la fibre en France. On est très bien raccordé quand même. Et c'est un gros avantage parce qu'il y a des puissances d'IA, pas que d'IA, du cloud aussi, qui doivent se situer dans une zone qui va être France, Belgique, Espagne, cette zone-là. Et donc on est très bien situé pour ça. Et donc on a quand même des projets qui finiront en France parce qu'ils ne peuvent pas se situer ailleurs, malgré les freins dont on a parlé. Donc il y a quand même une volonté de venir installer des choses ici. Puis après on a une deuxième chose, c'est qu'on a aussi une volonté de l'État aujourd'hui qui pousse particulièrement, alors on attend encore un petit peu les actions, mais qui pousse beaucoup le développement des data centers en France et qui essaye de mettre en place des leviers pour nous faire accélérer sur le développement, même si ça reste aujourd'hui un peu compliqué. Et on a des clients français qui veulent aussi rester implantés en France. Et ça, c'est important aussi. Tout à fait. Alors, on va terminer. Même exercice que tout à l'heure. Si vous avez un conseil à donner, Romain, ou non, pardon, Laurent, on commence par vous. Je dirais qu'il y a un mot qu'on a cité, c'est agilité, quoi. C'est agilité, quoi. Ouais. Alors, ça, c'est beau. Hein. C'est beau. Allez, j'allais dire en un mot, mais bon, non. Allez, Mathieu. Éclatez-vous, j'ai envie de vous dire, si c'est un même mot. Non, mais réellement, pour ceux qui travaillent dans l'industrie, j'ai envie de dire réellement, éclatez-vous. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion récemment de partir à l'étranger, notamment pour visiter ce qui se faisait. Regardez ce qui se fait autour de vous. Et en fait, c'est notamment la partie IA. Il faut prendre des paris, en fait. Et je remercie notamment certains développeurs qui se reconnaîtront dans la salle. Vous en faites partie, qui prennent ces paris-là. Parce que ce n'est pas des financements faciles, ce n'est pas des infrastructures qui sont faciles à construire. Et voilà, le mot est un peu long, je suis désolé. Oui. Non, si j'ai un mot, c'est évidemment agilité. Et c'est vrai qu'on est sur un secteur où on doit parfois un peu désapprendre les habitudes pour pouvoir innover et être assez compétitif et assez réactif. Ça, c'est important. Et du coup, moi, je vais juste donner un la conseil. difficulté d'être le dernier. Moi, je pense qu'il faut penser quand même que c'est un métier où il faut s'entourer. C'est un métier technique, c'est une industrie, et on ne peut pas y aller les yeux bandés non plus. Donc je pense que faites confiance à la technique et aux gens qui savent. Je sais que tu veux. D'ailleurs, je remercie Aegis pour l'organisation pour tout le monde. Voilà. Vous pouvez les applaudir. Merci.